C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci de nous accepter chez vous pour l'exercice de ce dimanche. C'est le décryptage qui s'installe chez vous avec notre consultant politique qui est notre invité de ce programme. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforécan. Bonsoir, Angèle. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Toutes nos excuses pour l'heure. Bon, vous me l'enlevez là, mesdames et messieurs. On est engagé Oui, pour ça. absolument. Il fallait bien le faire. Nous réitérons donc ces excuses, mesdames et messieurs. Allez, sans plus tarder, on va y aller. Et comme on sait le faire, on démarre souvent par nos plateaux de dimanche, c'est politique. Dans l'entretien ce matin, nous avons reçu Monsieur Agassono Albert, qui est un fonctionnaire international à la retraite. Avec lui, nous avons parlé de la présidentielle de 2026 avec le candidat de la majorité et également le candidat non encore désigné du principal parti de l'opposition, le parti Les Démocrates, qui prend surtout son temps pour révéler son duo pour la présidentielle, alors que les compétences et les potentiels candidats peut-être ne manquent pas au sein du parti. Agapit Napoléon Maforécan, pour M. Agassono, ainsi que pour les invités du duel ce matin, l'opposition n'a pas à s'aligner sur le calendrier de la mouvance, donc n'a rien à se presser pour choisir ce candidat, mais connaissant les démocrates, ne rien avoir de jusqu'à ici étonne. Alors voici moi ma question. Choisir un candidat est-il si compliqué malgré des compétences disponibles quand même dans cette formation politique? Non, choisir un candidat ne peut pas être si difficile. Lorsqu'on parle quand même du choix, on doit quand même dire que ça suppose qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc, dans plusieurs possibilités, dégager un ou une peut poser un problème. Lorsqu'on a envie de valider certaines, peut-être qu'un candidat potentiel valide des cases et coche certaines cases, un autre coche d'autres cases, ils ont des points communs, ils ont des points divergents, on analyse, on soupèse, ça peut prendre son temps effectivement. Pourtant, et effectivement, l'opposition n'a pas aligné son calendrier sur celle de la majorité. Mais avant, quand on les écoutait, c'était comme si c'est au camp de la majorité qui ne sait pas, enfin, que c'est le parti salon qui a imposé un silence au parti politique de la majorité et qui impose son calendrier. On avait l'impression que l'opposition était plus prête. On se rend compte qu'elle n'est pas plus. Au contraire, c'est la majorité qui a géré, elle, son calendrier. Bon, ok. En tant qu'observateur, analyste, on n'a pas à mettre la pression sur l'opposition, mais on constate qu'elle prend son temps. Justement, c'est cela qui étonne, parce que on estime qu'elle est quand même, elle se prépare depuis au moins 5 ans, pour ne compter que la partie de 2021. Donc, c'est ce temps qui est pris peut étonner. Je pense que ce qu'on peut dire fondamentalement, c'est de se questionner sur le contenu de la qualité des ressources humaines au sein de l'opposition, ou alors clairement les options de Boni Yayi. Il y a 5 ans déjà, ce n'était pas si facile pour l'opposition. Certains ont travaillé sur le terrain, un candidat a été débarqué, enfin une candidate, pour ne pas signaler Kamadougou. Alors donc, c'est frustrant lorsque des gens travaillent sur le terrain, se préparent et vous amenez d'autres têtes qui sans doute sont de la qualité ou de la valeur du contenu, mais qui n'ont pas mouillé le maillot comme les autres sur le terrain. Donc, ça pose un problème de respect des militants, de respect des cadres du parti et surtout des choix des options de ce parti-là. On l'a vu en 2011 avec Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, bon, qui n'a jamais été membre du FCBE, mais non, il ne l'a jamais été au moment où on le désignait, et il n'a pas plus été quand il a été candidat. Mais la loi n'a pas dit qu'il devrait être FCBE, donc du coup, le problème n'était pas ça. Mais le problème est qu'au sein de l'équipe directe du parti Salon, du président Yahi, il y avait quand même des gens qui en voulaient, et tout au moins qui ont participé aux primaires. Donc, 2011, 2016, 2016, pas 2011, en 2016, je veux dire, Lionel Zinsou. Donc, 2016, 2021, on a l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, le problème de l'opposition n'est pas prendre son temps. C'est que on a l'impression qu'il n'y a pas un candidat, un militant de base, un militant qui mouille le maillot,
On parle de Éric Ngoundédé, on parle de Nourenou, qui sont les vice-présidents du parti, mais qui auraient pu être naturellement les candidats du parti, à partir du moment où il me semble qu'on a vidé la question de parrainer soi-même, je ne sais pas si c'est vidé vraiment. Mais bon, donc, mais en dehors de ça, il y a autour, il y a dans le parti plein d'autres. Moi, j'ai pris les députés qui sont candidats parce qu'ils sont des vice-présidents, je les prends, mais bon, les Azatassou sont passés par là, je suppose. Alors donc, Tigri Azatassou, je pense qu'il doit plus être là. Bon, M. Azatassou doit être quand même encore dedans. Mais bon, je ne connais pas son âge. Je ne connais pas son âge. Non, je confesse aussi mon ignorance. Bon, donc, mais quand même. Donc, ce qui intrigue n'est pas le calendrier, c'est l'incapacité qu'on voit. On ne peut pas citer 2-3 candidats, alors qu'au niveau de la majorité, on pouvait en citer 5-10. Oui. Donc voilà un peu la difficulté qu'on a. Dans l'animation, c'est vrai, l'élection présidentielle, c'est encore dans 8 mois. Oui. Donc on a le temps, on peut le dire. Et l'opposition a son temps, on a le temps de connaître le candidat. Donc du coup, on attend. Mais cette question intrigue. Et on se demande, on va encore ramener quelqu'un, un peu le noir cité, un noir fugué, oui, affûté. Mais d'accord. Mais il faut attendre de voir. Mais il est clair quand même que ce parti a un problème. Hein, et lorsqu'il se met à trouver, à chercher la bête noire dehors, là, vous comprenez que là, franchement, c'est la totale. Voilà. Et si cela peut révéler peut-être, je dis peut-être, des blocages internes qui rendent ce choix compliqué. Avec M. Agassimon, dans l'entretien, nous avons essayé d'aborder, par exemple, cette possibilité pour eux de penser aux accords de gouvernance. Pour notre invité de l'entretien, il n'en est pas question parce que cela serait, selon lui, je le cite, un sabotage de la démocratie basé sur le multipartisme. D'entrée, est-ce que vous partagez cette analyse, Agapit Napoléon Bafroïka? Bon, je peux deviner la réponse, mais je vous pose quand même la question. Alors pourquoi vous posez la question? Non, mais peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Non, je ne suis pas en accord du tout avec le doyen Agassimon. Non, pas du tout. On n'y est pas. Non, personne n'aurait saboté la démocratie. La démocratie, ce n'est pas une case construite dans laquelle on doit s'engouffrer. Non, ce n'est pas un prêt-à-porter qu'on doit, comme on s'est donné la facilité en 90. De rentrer dans le prêt-à-porter occidental, quel occidental encore, français, francophone, ou bien démocratie libérale. Non, la démocratie, l'histoire même de la démocratie, lorsqu'on quitte, si on doit rester dans le principe stricto sensu du gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple, la démocratie représentative c'est déjà une aberration. Normalement, la démocratie, c'est le peuple lui-même qui s'autogère. Donc du coup, même quand on dit que les collectivités territoriales s'autogèrent par des conseils élus, mais là encore c'est des représentants. Donc là, dès qu'il y a des représentants, on n'est plus dans le mécanisme textuel de structure sensu. Ça veut dire qu'il y a des aménagements. L'histoire des grands électeurs force déjà le principe de la démocratie. Non seulement on parle de la démocratie représentative, mais le principe de grands électeurs annule encore un peu plus la participation populaire. Donc, il faut qu'on comprenne. Lorsque vous allez en Europe, je l'ai répété plusieurs fois, la France ne fait pas la même démocratie que l'Allemagne, qui elle ne fait pas la même démocratie que la Grande-Bretagne, qu'elle ne fait pas la même démocratie que les monarchies comme la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège. Ce n'est pas la même démocratie. Et lorsque vous entrez dans ça, vous comprenez que la démocratie est un construit par rapport à l'histoire d'un pays. Lorsque vous regardez l'Allemagne, je l'ai toujours pris, parce que c'est un exemple qui me séduit toujours, l'histoire de la grande coalition sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, oui, ça paraît plus grande coalition parce que ces partis-là se sont peut-être affaiblis entre temps. Mais le problème, c'est quoi? Le parti le parti chrétien-démocrate, qui est le parti de droite, social-démocrate et chrétien-démocrate en Bavière, et le parti social le parti social-démocrate, donc le CDU-CSU, qui est le parti de droite en Allemagne, et le SPD, qui est le parti de gauche, par exemple, la gauche démocratique, ou bien la social-démocratie. Ce sont les deux grands partis allemands. C'est autour d'eux que la démocratie se fait, que les unions se font. Mais ils ont plusieurs fois, et depuis 2000, je l'ai répété plusieurs fois déjà, ils ont travaillé ensemble. Même actuellement, je me demande s'ils ne sont pas ensemble, actuellement. Donc, ça veut dire quoi? Mais c'est pas parce qu'ils sont ensemble
que l'un annihile son programme. Et dans la démocratie parlementaire, il n'y a que la France qui s'est enfermée à ce jeu d'ouverture où on discute de tout. Même les extrêmes, parfois, s'allient avec des partis avec qui ils n'ont rien pour pouvoir s'entendre sur un accord de gouvernement. Ça veut dire, en fait, on regarde le programme de chacun. Okay. On regarde les points de convergence. On regarde les points de divergence. On voit qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Donc, et lorsque chacun a sa ligne de démarcation, ça discute et ça finit par s'entendre. Donc, c'est ça une démocratie. Ce n'est pas le système figé de la France qui est aujourd'hui mis à l'épreuve. Les Français attaquent Macron, les Africains attaquent Macron. J'ai dit non, Macron a ouvert le jeu. Macron a permis à la France de quitter la zone poussiéreuse, rouillée, dans laquelle sa démocratie se situe, pour ouvrir les yeux et voir qu'on ne peut pas s'emmurer dans un système statique qui ne bouge pas, avec des algorithmes du genre gauche-droite qui n'ont plus de contenu réel aujourd'hui dans un monde englobé. Donc, si on vient au Bénin, l'accord de coalition parlementaire permet aux partis d'être différents. L'UP sera là, le BR sera là, les démocrates seront là, FCB sera là, ils seront là. Chacun défend son programme. Mais est-ce qu'ils ne votent pas ensemble les ratifications? Bon, aujourd'hui, le système a évolué. Est-ce qu'ils ne votent pas certaines lois directement? Mais les lois où, le président Talon l'a dit, qu'au gouvernement, ils sont ensemble. Mais quand c'est politique, ils se chamaillent. Quand c'est le développement, ils sont ensemble. Quand c'est le gouvernement, quand c'est les affaires de développement, ils s'entendent tous. Mais lorsqu'il y a des options politiques, chacun regarde d'abord ses intérêts et les intérêts de ce parti. C'est logique. Donc, au Parlement, c'est la même chose. L'UP et le BR, à l'intérieur de l'UPR, il y a des nuances. À l'intérieur du BR, on a vu avec Adambi déjà et la direction du parti, on a vu avec Adambi, Badawasi et le ministre Akpona. Donc ça veut dire que ce n'est pas du monolithisme ici et là. Donc il faut... Est-ce que c'est toujours du multipartisme alors? Non, qu'est-ce qu'on appelle? La démocratie n'est pas obligatoirement la multiplication des partis. Oui, c'est du multipartisme. Puisque il y a plusieurs partis. Qu'est-ce qu'on appelle multipartisme? C'est plusieurs partis. Donc, du coup, s'il y a 3 partis qui sont au Parlement, par le cadre de l'accord de coalition parlementaire, ils vont gouverner, ils vont gérer le Parlement sur la base. Qu'est-ce que fait le Parlement? Légiférer, contrôler l'action du gouvernement et voter la loi de finances, l'impôt et la loi de finances. Alors, lorsque ils sont ensemble sur la base de développement, mais sur la loi de finances, ils peuvent ne pas être d'accord. Sur les impôts, ils peuvent ne pas être d'accord. Ils peuvent avoir des nuances. Les gens peuvent s'abstenir. C'est cela. La démocratie, ce n'est pas nécessairement l'unanimisme. Et il faut que les Africains quittent ce schéma où on pense que la démocratie, là, c'est beaucoup de partis. D'ailleurs, dans 90 à aujourd'hui, on a eu beaucoup de partis. On a créé la démocratie. La démocratie débridée dont le président Talon a parlé. C'est-à-dire qu'on se fait valider par les autres. On dit, le Bénin est une démocratie, tout le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Entrez dans un avion et demandez-vous qui connaît le Bénin réellement. Bon. On nous connaissait pas, on nous connaissait pas les guerres et pas les coups d'État. Après, on nous a connu quoi par le marxisme, et après maintenant, on nous connaît pas la conférence nationale, et après maintenant, on nous connaît pas la révolution Talon. Donc, voilà un peu là où on nous connaît. C'est c'est cette séquence qui arrive. Mais donc, restez si vous pensez que dans la démocratie, oui, aujourd'hui, on est un havre. On est comme l'havre de paix, de stabilité démocratique dans une sous-région perturbée par un certain nombre de situations, je me répète, mais qui méritent d'être bien analysées. Pourquoi le Niger a remis en cause son système démocratique très tôt, en 1996, avec la crise avec Maïna Sara et l'arrivée de Maïna Sara, et après lui-même, c'est remis en cause parce que les gens ne s'y retrouvent pas. Il faut qu'on le dise. Donc, bref, pour revenir ici, et par rapport à ce que vous, Dona Gaston, dit, par rapport aux accords, je ne suis pas porte-parole des démocrates et ne m'ont pas dit qu'ils devaient faire un accord. Donc, je dis, le principe, eux qui se lamentaient ou qui se lamentent de ne pas avoir d'alliés avec qui ils vont faire l'accord. Le président Talon leur a ouvert la brèche. Moi, j'estime que si moi, je suis de ce parti, ou je suis un conseiller de ce parti, et je peux leur conseiller gratuitement, sans fausse modestie, je peux leur dire, c'est une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer. Penser qu'il veut aller seul et lever 20%, il se trompe.
Donc, c'est une brèche dans laquelle il faut qu'ils s'engouffrent pour pouvoir lever des sièges au Parlement et voir dans quelle mesure, ensemble avec la direction parlementaire, ils vont gouverner les 5 années, ils vont légiférer. Et maintenant, faire comme le FCBE, c'est-à-dire eux aussi, voir dans quelle mesure ils ont un accord de gouvernance. Et parce que accord de coalition parlementaire sans accord de gouvernance, ça pose un petit problème. Concrètement, tout cela implique quoi en réalité? Sinon, si on parle d'accord aujourd'hui avec la FCBE, c'est que eux ils n'ont pas les parrains suffisants. Les autres partis de la majorité vont leur accorder le restant des parrainages. Mais pour les démocrates, par exemple, qui ont déjà leur 28, en tout cas pour l'heure, ils ont encore leur 28. La coalition parlementaire n'est pas liée par le parrainage. Non, ça c'est l'accord de gouvernance. Voilà. Oui. Donc s'ils doivent faire un accord aujourd'hui, oui, si c'est parlementaire ou de gouvernance, comment cela va se matérialiser concrètement dans les actes qui suivent? Vous l'avez vu, FCBE et les partis de la majorité présidentielle qui discutent. Ils discutent. Donc ils vont discuter. Ils vont discuter. Ils peuvent faire l'accord. Chacun son candidat. S'ils vont au second tour, si les deux vont au second tour, ils vont se combattre. Là, parce qu'ils sont en accord. Mais à partir du moment où c'est les deux qui vont au second tour, ils seront obligés. Donc, mais quand l'un gagne, on peut faire appel à l'autre dans le gouvernement. À l'autre parti dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire que ils se sont entendus et qu'ils sont, c'est le monolithisme, non. Ils sont dans le gouvernement avec la nuance qu'ils constituent comme parti d'opposition. Ils sont là, ils ne seront plus d'opposition. Il faut qu'ils se posent à quelque chose. Mais, vous voyez, on a vu Ouad, Premier ministre de Abdou Diouf, dans le cadre d'un accord. Ça peut, on partage de partage de pouvoir. Et il faudrait que nous nous appuyions à cela. Nous avons un développement bâti, peut-être sur 35 ans, dans le cadre du nouveau plan, de la nouvelle vision. Pourquoi on ne se retrouverait pas dans une dynamique du genre où chacun de sa position d'opposant, de quoi à quoi je ne sais, puisque Patrice Talon, qui est l'homme autour duquel on a bâti construit cette dernière décennie, et à qui se sont opposés ceux qui sont là aujourd'hui, ne seraient plus candidats. Alors, est-ce que c'est une opposition systématique? C'est non, puisque j'ai vu des opposants à Talon. Aujourd'hui avec Talon, j'ai vu des opposants à Yahi. Aujourd'hui avec Yahi. Donc on ne peut pas bâtir le pays sous deux personnalités, en clivant sous deux personnalités. Il faut bâtir le pays sur un plan de développement, sur une adhésion à un idéal de développement. Et moi, je continue de dire que quand le candidat Wadaï et le président, entre le candidat Wadaï et le président Boni Yahi, rien ne doit les opposer. Je ne vois pas. Le papa de Wadaï et Yahi ont fait la BCAO. Wadaï et Boni Yahi a fait recours à beaucoup de la BCAO, à beaucoup de hauts cadres de la BCAO pour gouverner cette décennie. Alors donc du coup, le jeune de l'autre, qui fait son petit bonhomme de chemin aujourd'hui dans la gouvernance du pays depuis 9 ans, pratiquement aux finances. Je ne vois pas quand vous regardez son profil, je ne vois pas en quoi il peut indisposer Boni Yahi. Par exemple, à quoi Boni Yahi peut s'opposer fondamentalement, lui qui parle du développement, dictature du développement à un moment donné. Donc, de manière pointue, quand vous regardez, en fait, le problème de Boni Yahi, c'est de parler avec Patrice Talon. En fait, le problème de Yahi, c'est Talon. Or, Talon, lui, l'a ouvert en disant, venez, on peut discuter. Donc, il faudrait qu'en face, le président Yahi se dégivre totalement, se libère un peu peut-être d'un passé qui ressasse, ou je ne sais pas quoi, de leur collaboration un peu, et remettre le pays au cœur, au centre. Aujourd'hui, on va s'opposer à quoi? Voilà la question. Demandez aux députés, les démocrates, demandez demander à quoi ils s'opposent. Il ne peut pas vous dire, on va dire, à une manière de faire rentrer les exilés, sortir les opposants, restaurer la démocratie. Mais mon Dieu, mais si ils sont ensemble, ça va se faire encore le mieux. Parce que ces choses peuvent se discuter. Donc, moi, je pose ça, je ne suis en mission pour personne ne m'a demandé. Mais comme je le dis... Non, on analyse les faits. Non, c'est pour dire qu'en revenant là-dessus, c'est que moi je trouve simplement que ça répond à une certaine lecture, ça répond à un idéal de politique dans un pays comme le nôtre qui aspire à un développement et à utiliser tous ces cadres valables, valides, disponibles. Mais lorsque certains sont relégués parce qu'ils sont opposants et ils vont bavarder pendant 5 années et ils vont dire le contraire de ce qu'ils pensent parce qu'il faut qu'ils s'opposent,
Pendant ce temps, on met des députés, bon, les autres ont certainement passé de telle région, il faut mettre tel nombre, il faut mettre tel nombre, pas circonscription électorale, et parfois on met des gens qui n'ont pas de grand contenu, mais bon, parce qu'ils sont les leaders là-bas, et ils sont 109 au Parlement, mais vous allez voir, c'est pratiquement 40 qui travaillent, et ça, j'exagère. Bon, donc, est-ce qu'on ne peut pas faire, disons, offrir la chance à l'élite de tous les camps, qui peut travailler, qui peut apporter une plus-value au développement. Voilà le principe de l'accord de coalition parlementaire et de l'accord de gouvernance, selon moi. Et donc, lorsqu'on est, ça ne vous empêche pas, 5 années après, de dire, bon, on l'a expérimenté, on n'a pas trouvé mieux, on a un candidat contre le candidat de la majorité. Comme si on peut laisser passer la décennie, ça passe très vite, passer la décennie, et au moment où ou bien on va finir son deuxième mandat, je le souhaite. Si c'est qu'il gagnait. Je dis laisser passer la décennie. Si on était dans un accord déjà. C'est clair, hein? Je n'ai pas fait l'élection avant l'élection. Non. Voilà, donc, je ne fais pas l'élection avant l'élection. Il faut respecter les candidats. Donc, si on laisse passer, s'ils sont dans un tel accord, et ils laissent passer la décennie, et Wadaï, où ils ont travaillé ensemble, mais chacun peut reprendre sa liberté lors des élections de 36. Par exemple, en disant, bon, maintenant, on a expérimenté, nous reprenons nos idées, on aurait peut-être bâti un certain nombre de trucs ensemble. Il n'y aura plus de non, la Cour a fait ça, la Cour a décidé, ils auraient déjà bâti ensemble un certain nombre de postulats de développement et par rapport aux élections. Voilà un peu, moi, là où j'ai saisi au vol la balle lancée par le président Talon lorsqu'il a rencontré la jeunesse. Et je pense que ça répond à certaines jérémiades de côté de l'opposition qui, aujourd'hui, quand j'ai vu le président Yaïbouni faire une sortie dans la semaine. Le jeudi dernier, je pense. Le jeudi dernier, voilà. Quand vous l'écoutez, ça peur, panique, tourne autour de quoi on veut nous prendre nos députés. Tout simplement parce qu'ils ont peur. Et une peur peut-être légitime. Mais tu sais, si l'autre a une muraille, et toi, tu n'as pas de clôture particulière, ou bien tu as en feuilles de bambou, comme on avait au village, et tu as tes poules dehors, tu peux avoir peur que la nuit, on vienne te les voler. Même si personne n'a envie de rentrer chez toi. Mais c'est logique que tu regardes la muraille de l'autre, et tu te dis, bon, mais moi, je suis nu presque. Et donc, vraiment, donc tout le temps, à tout moment. Autant crier, tout que bon, voleur, parce que bon, là, tu te dis qu'en criant voleur, je vais dissuader le voleur. Le seul problème, en criant voleur, une fois, on ne voit pas le voleur. 2 fois, on ne voit pas le voleur. Quand tu vas crier au voleur la 3e fois, et peut-être si ça va être sérieux, personne ne viendra à ta rescousse. Il faut faire attention à ces trucs. Mais cette peur panique se justifie ou se comprend lorsqu'on sait qu'ils ne se font pas confiance. Il y a un problème de confiance dans le niveau de la classe politique. C'est pas nouveau non plus. Où les gens, parfois, eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes ne se font pas confiance. C'est-à-dire que les 28 là, quand on dit bon voilà, les 28 héros, on a dû les appeler héros. Pourquoi dans mon cas, que je prenne mon parrainage et je remette, je suis héros? Même si les gens, ça c'est un langage de communication du parti. Si les gens me démarchent, si je suis vraiment militant, le fait de résister au recoulement, ou bien aux sollicitations, tout le monde est sollicité. Parce que la jeune fille a repoussé un premier comment on appelle ça, soupirant, un deuxième soupirant qu'elle est héroïne. Hein? Elle cherche. Dans une certaine mesure. Autrement, c'est héroïne tous les jours, vous serez héroïne tous les jours, je ne sais pas. Hein? Les soupirants ne manqueront pas quand même, Angèle. Non. Donc, chaque fois que vous allez repousser, vous allez dire, bon, écoutez, je vais repousser le soupirant, hein, je suis héroïne. Non. Même les femmes mariées, les gens les voient et les font la cour. Même parfois. Même les femmes enceintes. Merci. Donc, du coup, ouais. Donc, on descend l'incongruité jusqu'à ce niveau-là. Et donc, pourtant, elles ne sont pas héroïnes, qu'on le sache. Non. Lorsque vous êtes dans votre camp et vous faites ce que vous devez faire, je ne sais pas pourquoi vous êtes héros. Et au même moment, lorsque vous êtes dans vos camps, si vous êtes convaincu, pourquoi on aura peur? Même si on vous propose l'hyper-milliard, vous allez dire non. Donc, ça c'est. Enfin, il ne faut pas qu'on nous distrait avec ça. Et j'ai l'impression que si on en arrive là, c'est qu'il y a un problème. Oh, ce problème, il y a une solution possible. C'est à lui de voir le président Talon et de dire oui, nous sommes
nous sommes ouverts à une telle possibilité. Bon, ils vont négocier, chacun avec ses exigences. La négociation politique est exigeante parfois. Donc, pourquoi pas? J'ai l'impression que les partis de la majorité sont disponibles. Mais eux, ils s'y refusent peut-être parce qu'ils ne savent pas si, je ne sais pas, leur électorat pourrait comprendre ce choix parce qu'ils sont restés près d'une décennie dans une certaine posture qui, apparemment, leur va bien à Agapit Napoléon Mafroka. Ceux qui leur ont accordé leur confiance pour avoir les 28 députés au Parlement, par exemple. Donc, du coup, ils ne sont pas nombreux. Au moins, ils ont eu parrainage qui leur permettra d'aller à la présidentielle. Ils ne sont pas mineurs non plus. Vous avez le peuple, l'électorat, c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est moi. Oui. Parce que c'est nous le peuple. Oui. Donc, du coup, il faut qu'il nous explique simplement, au nom du pays. Le peuple, c'est le plus facile à convaincre. Donc, le peuple est le plus, ce que vous appelez l'électorat. Ce qu'il faisait depuis 8 ans, là, c'était pas au nom du peuple ou du développement au final. C'est ce qu'on va demander. Non, dites-moi un seul. Moi, je pose la question. Voilà, donc, j'ai ce rôle facile. Je pose la question. Ils ont instauré la démocratie, c'est le développement. Faire entrer les prisonniers pour faire. Que la démocratie fonctionne, le développement ira avec peut-être. Si la démocratie ne fonctionne pas, ils seront là. En fait, ils prêchent dans le désert. Bon, revenons à l'essentiel. Enfin, ils défoncent une porte déjà ouverte. Il n'y a jamais une démocratie parfaite. Même les notations, machin, quand il n'y en a jamais de parfait. L'idéal, c'est d'atteindre un seuil. Que certains qui ont l'expérience, les pays scandinaves, les pays du Nord et autres là, et c'est le Canada, l'île Maurice peut-être en Afrique, ils font l'effort. Parce qu'ils sont à un niveau de développement. Mais lorsque vous avez des problèmes élémentaires, des 5 besoins fondamentaux à satisfaire, d'abord vous reléguez la démocratie au second rang. Parce que si vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas le temps de parler. Si vous n'avez pas, s'il pleut sur votre toit, la liberté devient pour vous, la démocratie devient pour vous un leurre. Si vous ne pouvez pas aller aux soins de santé, vous soignez, la démocratie devient un leurre. Les 5 besoins fondamentaux priment sur la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pour une certaine élite. Quand vous voyez dans notre village, vous voyez que dans nos contrées, vous voyez les populations s'asseoir et faire WhatsApp du matin au soir, faire TikTok du matin au soir. Ils le font à leurs heures perdues, mais ils travaillent. Mais ils n'ont pas de heures perdues. Ils travaillent parce que c'est les labeurs, c'est là, ils travaillent, ils produisent ce que nous faisons vivre, ce que nous fait vivre nous. Et ici, on bavarde du matin au soir, en relayant ce que vous appelez la démocratie. Oui, c'est bien d'être libre, mais c'est encore mieux d'être développé, de bâtir un modèle. Et lorsqu'on a fini de bâtir ce modèle, on peut maintenant offrir un système qui qui soit proche de nous. On a donné cet exemple. Nous quand de manière mécanique, on enfourche les logiques des autres, comment pouvons... Celui qui singe ne peut jamais faire le geste, il fait le geste d'après. Il ne peut jamais faire le geste, il ne peut pas être à l'heure. Parce que pour singer quelqu'un, il faut déjà le regarder faire. Et maintenant, tenter de répéter, on peut le faire de manière maladroite. Et pendant que dans l'autre, on fait déjà d'autres gestes. On ne peut pas dans un monde d'aujourd'hui. On dit il faut se libérer de la France, il faut faire ci, il faut faire ça. Au même moment, vous les singez. Et même si on dans l'incohérence, parce qu'ils se perdent dans leur propre modèle. Un modèle qu'ils ont bâti sur du temps, des décennies, des siècles. Ils se perdent dedans eux-mêmes. Ils ne savent plus où est le centre chez eux. Et nous, on dit que ça, c'est leur modèle qui est le meilleur. Mais à côté, de l'autre côté, on a une Chine qui, avec 1 milliard, se dirige, se construit, se développe. On dit non, ça, c'est pas la démocratie. Mais c'est quoi? Alors, en fait, pourquoi on pense qu'un modèle est meilleur qu'un autre? Pourquoi on ne s'amuse pas à mettre les modèles sur les places publiques et peut-être questionner sur un certain nombre d'expériences et regarder peut-être tel modèle sur 2 ans, tel modèle sur 2 ans, voilà ce que ça produit en termes de développement. Il faut développer avant d'avoir les gâteries. Si vous n'avez pas l'argent de l'essentiel, vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Donc, la démocratie, ça se fait plaisir. C'est le système de liberté absolue. Enfin, on se donne un certain nombre de libertés face au gouvernant. On s'oppose à lui. On peut bloquer les institutions. On peut ne pas développer. On peut bloquer un crédit. On peut marcher du matin au soir. Donc, on peut s'offrir. On peut casser, brûler, comme on l'a vu la dernière fois dans un pays, en France. Alors, quand eux brûlent, c'est vite fait qu'on reconstruit. Chez nous, quand vous brûlez, pour reconstruire compliqué, il faut aller chercher moyen, il faut aller... Donc,
On ne peut pas nous habiller de ces trucs et dire que nous sommes en démocratie. Et quand vous regardez depuis 10 ans, quel est le centre d'opposition? Sur quoi on s'oppose? Sur quoi je continue de me poser la question. Donc, si on peut avoir 10 partis d'opposition, sur quoi on s'oppose? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous divise réellement? Aujourd'hui, si on a 3 candidats, 4 candidats, ils vont nous proposer quoi que le candidat Wadaï ne proposerait pas déjà à la majorité présidentielle. Bon, donc maintenant, pas gâterie, pas gâterie, on veut 3. On peut avoir 3 candidats, on veut avoir 4. Oui, parce que nous aussi, on est démocratique. On a une belle démocratie, 3 candidats. On sait qu'on les a, rien ne nous oppose. Quand l'un va gagner, tout le monde va vouloir aller se ruer vers lui. Mais on fait semblant de démocratie. Non. Restons à notre place. On n'est pas encore, on n'a pas encore le niveau réel. On jongle. Ça, tout le monde est content quand on jongle. C'est le principe. 40 candidats, mais le principe de la démocratie. Devant second tour. L'un est élu et tout le monde veut maintenant trouver sa place au pouvoir. Tout le monde veut placer son enfant. Tout le monde veut faire ci. On veut démocratie. Non. Regardons-nous dans le miroir et disons qui sommes-nous? Où allons-nous? Et comment y aller? En fait, si on pose cette question, on va se rendre compte que nous faisons un peu comme M. Jourdain. On ne connaît pas on connaît pas la prose, on l'a fait. Non, ne soyons pas comme ces gens qui miment sans rien comprendre à ce qu'ils font. Soyons comme nos parents qui au moins se lèvent le matin, savent ce qu'ils doivent faire, le font, rendent chez eux fiers parce qu'ils sont heureux d'avoir travaillé. Et nous, on ne sommes pas heureux d'avoir bavardé du matin au soir. Il faut bien qu'on pose le problème. Si la classe politique n'est pas intéressée par cette préoccupation, on n'évoluera pas. Non, de toute façon, comme je l'ai dit, moi j'ai saisi une balle au bon. J'ai saisi une balle au bon et que demain, on ne nous dira pas que bon voilà, les autres étaient nombreux, ils peuvent avoir d'accord de coalition parlementaire. Nous, on n'est rien, nous, on n'en a pas eu parce qu'on est seul. Non, personne n'est seul. Nous sommes en fin d'un cycle. Et à chaque fin de cycle, chacun peut changer de camp. Oui. À chaque fin de cycle, chacun peut changer de camp parce que aujourd'hui, comme notre démocratie tourne autour des personnes, pas autour des idées, donc à chaque fin de cycle, chacun peut changer de camp. Beaucoup étaient avec Zinsou, et quand c'est fini, bon, on a rallié le camp Talon, d'autres ont rallié le camp Diavon, et puis voilà, Talon a émergé, et puis voilà, donc il a fini sa décennie. Et normalement, donc, on peut dire que va commencer peut-être la décennie Wadaï, je dis peut-être, la décennie Wadaï, et là maintenant, vous allez voir que bon, il y a déjà, comme l'a dit le FCBE, oui, ils étaient opposants à Talon, mais ils ont dit, nous serons dans la décennie Wadaï, c'est lui qui est élu, on veut être là. Donc, ça dit simplement que ils sont dans une logique de fin de cycle, de début de cycle. Et en la matière, il n'y a pas de débat. Et sera-ce justement la fin de cycle qui expliquerait, j'y arrive, cette situation ou cette image que transpose tout l'ensemble de l'opposition à Agapit Napoléon Bafouékan, puisqu'elle est presque en lambeau avec l'image du cadre de concertation. Je veux bien vous demander comment vous pensez qu'ils en sont arrivés là. Parce qu'il n'y a pas d'idéaux. Rien ne les unit, si ce n'est que l'anti-talent. Et on ne peut pas faire, je l'ai dit il y a 10 ans, on ne peut pas faire un programme de gouvernement avec l'anti-haïsme. Je le répète encore aujourd'hui. On ne peut pas faire un l'anti-talent. Non, il y a 10 ans. Okay. On ne peut pas faire un programme de gouvernement avec l'anti-talent. Ce n'est pas possible. Et comme je l'ai dit, on est en fin de cycle. Donc, les objectifs doivent être recentrés. Il y a 5 ans, c'était facile. Parce qu'il y en a qui pensaient qu'il y a eu des talents peut perdre, machin, le peuple peut l'arrêter, la rue peut l'arrêter. Donc, il y a plein de personnes. Mais aujourd'hui, il est en fin de mandat et il a déjà positionné. Les partis autour de lui ont déjà positionné le candidat. Donc, du coup, la question est de savoir qui est incompatible avec le candidat. Donc, ça, c'est déjà le premier problème. Cette question aurait pu se faire à l'interne d'eux, où ils auraient pu dire nous rallions. Et que la démocratie n'aurait plus aucun coup. Il faut qu'ils discutent ensemble de ce que ça peut être. Et leur projet peut être porté par le seul parti, et les démocrates, qui est le parti du gouvernement au sein d'eux. Donc, ça aurait pu être le cas. Mais leur manière de fonctionner fait que chacun prend ses distances. Moi, j'ai écouté TB, mais bon. Convaincu, c'est non. Bon, le MPL vaut ce qu'il vaut.
pas si déterminant. Enfin, Vous n'êtes pas loin des éditorialistes ce matin. Bon, ils n'ont jamais rien gagné. Bon, donc, du coup, donc ils peuvent rallier rapidement la majorité sans que ce soit un événement. Je pense que ça, c'est bon. Donc, du coup, bon, mais ils prennent leur distance. Bon. Je ne sais pas s'ils avaient un poids D'autres, ils voient une main. Je ne sais pas la majorité. Non, je ne veux pas dire que la majorité pète longtemps à ça. Ah oui. Non, en termes de plus-value, c'est pas déterminant. Bon. Non, je ne pense pas. Nous sommes quand même en politique. Hein. Vous avez vu les stats du parti avant? Non. Je ne crois pas que... Ça, c'est entre GSR, MPL... Il y avait Daniel Ida, le NFL également. Bon, en fait, donc, ouais, non. Mon ami Unge est la troisième voie de côté. Bon, en fait, je ne sais pas. Rien c'était un conglomérat d'anti-haï ou bien de gens qui voudraient créer leur petit modèle à côté, faire leur petite musique, chantonner ou chansonner. J'utilise un mot à dessin, chantonner ou chansonner autour de la majorité, à côté de l'opposition, pour se faire aussi voir ou entendre. Bon, aujourd'hui, c'est pas les mêmes réalités. Donc, du coup, chacun, enfin, les plus courageux détalent tout. Les autres, ils murmurent à côté, mais dans l'absolu, les démocrates iront seuls. Il y a personne là. Il y a personne là pour les aider à quoi que ce soit. C'était un mort-né au départ. Ça a fait quelques gesticulations. Ça a pu créer un copil pour gérer au moins l'audit de la liste électorale. Donc on n'a toujours pas le rapport définitif. Bon, qui ne sait pas grand-chose non plus. De toute façon, la NIP fait déjà de ça ce qu'il peut faire. De toute façon, aujourd'hui, allez faire la NIP vous donne les instruments pour faire votre audit vous-même. Et normalement, vous devez pouvoir le faire et suivre. En réalité, la loi a prévu l'essentiel. Mais bon, si le cas de condamnation de l'opposition a pu servir à cela, mais tant mieux. Bon, on peut dire ça, c'est déjà ça de gagner. Un problème de régler. Alors le reste, basta, on avance. Avec ou sans vous. Puis de toute façon, sans vous, les démocrates existent. Et sans vous, les démocrates peuvent lever des sièges et avoir un candidat, un duo à l'élection présidentielle. Alors vous regagnez le rang des démocrates. Ou vous ralliez. La majorité. Ou alors... Bon, ils peuvent rallier également la c'est possible. Ils peuvent tout ça, c'est de la dilution. Hein, il peut disparaître dans l'universel. Comme d'autres. Non, je pense que... Parlons de ceux qui ont d'impact. Voilà. Bon, ceux qui ont d'impact ici prennent le temps pour, évidemment, choisir leur candidat, mais ils ont le temps. Pour qu'ils aient leur duo d'ici le 12 octobre, date de démarrage, donc des enregistrements des candidatures. Allez, Agapit Napoléon Africain, pour finir, on va dire un mot sur la rentrée qui démarre demain. Nous avons eu un second entretien ce matin avec Monsieur Bello, qui est venu expliquer aux téléspectateurs les diligences faites par le gouvernement pour une reprise normale. Alors, vous qui observez un peu ce qui se passe, je lui posais la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'à sous Patrice Talon, l'école béninoise est réellement partie, comme l'aurait dit l'autre? Je lui ai posé la question aujourd'hui, il a dit qu'il faut rester lucide. Avant ça, je voudrais un peu revenir sur les postures de l'opposition et me désoler du silence qui entoure les accusations on menace, on propose des milliards. Vous savez, le petit peuple parfois fond et ploie sous le coup de la loi avec cette formule magique de nul n'est censé ignorer la loi, on lui applique. Vous savez, les crimes passionnels dans nos villages, les gens ne savent pas parfois. Et ils tombent sous le coup, on leur applique la loi. Mais ici, j'ai l'impression que l'élite politique se donne des libertés. Et ça, c'est quand même... Moi, ce qui crée le droit de justice, droit de l'homme, droit de... Je trouve quand même pas normal qu'ils ne créent pas. Que normalement, lorsque le porte-parole du Parti des démocrates et le président lui-même font des accusations du genre, on devrait pouvoir leur demander d'en renseigner le procureur, en principe. Moi, ça m'aurait permis, on aurait renseigné ces choses, que ça nous aurait avancé dans la production du discours public, surtout en période électorale. La production du discours public doit respecter un certain nombre de normes. Et que les agissements aussi des gens, si un cuida m'appelle des gens pour pouvoir les mener ou bien leur faire des propositions, mirobolantes ou bien quoi là, et ça tombe sous le coup de la loi.
si on ne tombe pas sous le coup de la loi, est-ce qu'en mettant tout le monde dans le même panier, on ne tombe pas dans les cas de dénonciation calomnieuse? Moi, il y a un certain nombre de choses. Je dis que j'ai l'impression que le petit peuple ploie sous le coup de nous, il est censé ignorer la loi. Et l'élite, elle est intouchable. Elle semble intouchable. Il y a un droit qui fait que l'élite... Non, il faudrait que nous soyons exigeants. La Commission pénale des droits de l'homme est sur le terrain. C'est pas ce qu'ils font dans le cadre des élections. Mais il faudrait quand même qu'ils soient attentifs à ce genre de choses. Parce que, autrement, j'ai l'impression que, bon, on traque les trucs du gouvernement, il y a droit de l'homme seulement lorsque c'est le gouvernement qui est en faute, ou bien il y a droit de l'homme lorsque c'est ci, c'est ça. Enfin, tout ça s'embrouille. Et moi, ça, je me perds dans l'analyse parfois, en me disant, mais où allons-nous? On crée un système à double vitesse. Et c'est les mêmes qui se plaignent après. Il faudrait qu'on ait des repères. L'homme public doit avoir des exigences dans sa prise de position. Parce qu'il est exposé aux médias et il est suivi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile que le discours fasse effet viral. Donc, il faut qu'on travaille. Moi, j'ai eu des accusations, quand même assez graves. Et ça donne l'impression que rien n'existe. Ce ne sera pas la première fois pour cette formation politique de faire des accusations. On a entendu dire que quelqu'un en voudrait même à sa vie à un moment donné. Donc c'est pour ça que... Alors, je ne sais pas à quoi sert le droit pénal des élections si ce n'est pas ça. Je ne sais pas, il y a eu une formation, il y a eu une séance à Calavi où ils se sont formés. Je ne sais pas si ça ne sert pas à ce genre de choses aussi. Il faut qu'on moralise le discours public. Hein, comme on a le discours public, surtout en période délicate, comme la période des élections. Sinon, d'ici là, on nous a volé notre élection. Vous allez entendre ça? On accuse les institutions. Il faut qu'on ait les preuves. Est-ce que les jeux politiques aussi ne voudraient pas un peu de cela? On va vous demander. Du coup, où est la ligne de démarcation entre le discours en période électorale et celui de les infractions que le peuple analphabète de mon village alentour, on lui oppose sous le prétexte de nul n'est censé ignorer la loi. C'est complexe. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai l'impression que certains sont voués à subir la rigueur de la loi et d'autres sont voués, ont tous les droits possibles et peuvent tout dire. Il faut qu'on cesse d'avoir un système à double vitesse. Moi, je pense qu'il faut que la Commission pénale des droits de l'homme, par exemple, clarifie sa position. Par exemple, par rapport à la gestion des élections. On a déjà ce genre d'organes. Alors, j'ai écouté le président la dernière fois. Alors, donc, si la Commission pénale des droits de l'homme doit être sur le terrain, il faut qu'on sache à quoi elle sert. Hein, peut-être le HCPC aussi. Rien que ça. Le HCPC, par exemple, aussi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Même si tout le monde s'occupe des élections, mais il faut qu'on sache c'est quoi le rôle de chacun dans ce dispositif-là. Et que chacun joue effectivement ce rôle de manière stricte pour qu'on voit, pour que les acteurs sachent qu'il y a cette structure-là et qu'elles puissent aussi montrer qu'elles ne font pas ça va parce qu'on leur donne un financement qu'elles doivent consommer. Donc, vous voyez, c'est tout ça un peu, il faut ordonner ça. Il faut ordonner ça et pour que ce soit... parce qu'aujourd'hui, tout ne passe pas par la hack. Là, maintenant, c'est la cellule de communication du parti qui a fait et qui a mis ça en ligne. Donc, du coup, ce n'est pas un média dans l'absolu. Donc, du coup, on est dans le domaine public. Vous voyez, donc, il faut que les organes et les structures de l'État qui gèrent ces genres de situations. Et puis sinon, les médias, c'était les médias, bon, on va opposer aux médias. Bien. Et voilà. Donc, il faut vraiment que chacun, qu'on ait l'impression qu'on est traité de la même manière, soit qu'on soit un homme, les hommes politiques, ou bien le citoyen lambda. Parce que le citoyen lambda, on lui oppose facilement la loi. Et l'homme politique, lui, il peut s'infiltrer parce que lui, il est homme politique. Bon, d'accord. Parlons de la rentrée maintenant. Ça me rappelait les animaux malades de la peste, quoi. Oui. Bon, mais je ne vais pas rentrer dans ça. La rentrée? Oui. Ah oui, non, la rentrée, c'est... D'abord, il faut dire un mot à nos enfants, à nos parents qui vont reprendre demain. Bonne rentrée à vous. L'école c'est toujours un moment pathétique, la rentrée. Hein? Pathétique. Oui, l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Oui. Donc, lorsque l'école ferme, de nouveau, l'école s'éveille. Nous la trouvons. Bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tellement de petites récitations sur l'école. Et pour moi, le mot pathétique n'est peut-être pas ce qu'il faut le mieux, oui. Mais oui, c'est quand même, ça fait un effet le jour de la rentrée. Oui. Donc, ça, du coup, et lorsque vous avez demandé est-ce que l'école se porte mieux, oui, l'école se porte beaucoup mieux. Mais un cadre comme celui que vous avez pris aujourd'hui, lui, peut prendre cette distance.
Il peut prendre ses distances parce que lui, il est venu parler des dispositions prises pour la rentrée. Vous voyez, quand on dit est-ce que l'école se porte mieux, sur quelle valeur d'analyse? Infrastructure. Bon, voilà, parce que lorsqu'on parle des valeurs d'analyse, n'oubliez pas que chaque année, le peuple à scolarisé augmente. Donc, le besoin en classe augmente, le besoin en enseignant augmente, le besoin en infrastructure augmente, et les efforts que font les exécutifs successifs ne sont peut-être pas perceptibles. Mais on peut déjà se réjouir que sous la décennie qui finit, l'école a retrouvé ses lettres de noblesse, surtout l'école publique. L'école publique comme l'école privée, je vais dire. L'école publique, aujourd'hui, les gens, fièrement, vont inscrire les enfants dans l'école publique parce que ils sont convaincus que l'année va finir. Oui. Ils sont convaincus que les grèves intempestives, désordonnées, sans contrôle, ont pris fin. Ils sont convaincus que les salles pléthoriques, les salles bondées ont diminué progressivement, même s'il y en a encore ailleurs. Ils sont convaincus que l'année finit normalement et que le programme est déroulé convenablement. Donc, c'est sûr que tout n'est pas réglé, mais beaucoup de choses sont réglées à ce niveau-là. Au niveau de l'école privée, il y a maintenant une régulation à ce niveau. Quelqu'un l'a dit la dernière fois, et je fais mien cette observation. C'est le Conseil national de l'éducation qui ne communique pas beaucoup. Je pense qu'ils font du travail. Si, il y a un certain nombre de choses qui se font énormément au niveau du Conseil national de l'éducation, au niveau de la valeur ajoutée, au niveau de la qualité de l'enseignement, au niveau des offres, au niveau du comportement des acteurs, au niveau de l'éthique. Beaucoup de choses se font, mais ils n'en parlent pas souvent. Et ça fait qu'on ne voit pas trop bien le lien CNE, les ministères de l'éducation sectorielle et le monde scolaire et universitaire. Je pense qu'il y a ces 10 dernières années un regard vraiment attentif de l'État sur l'école. C'est à saluer. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont terminés. Il y en a. Vous avez vu avec le Kassamampo et lors de la négociation gouvernement partenaires sociaux. Surtout la question des AME qui reste presque l'os dans la gorge du gouvernement actuellement. Pour moi, c'est même pas ça la vraie question. Il y a beaucoup d'autres questions. Parce que les AME, il y a une déclinaison meilleure que ce qu'on avait eu avant. Donc, eux, c'est normal qu'ils ne soient pas encore satisfaits parce qu'ils sont quand même des pères de famille. Donc, on peut les comprendre. On peut les comprendre, mais au même moment, l'État a plusieurs priorités. Et c'est aussi ça, l'autre problème. Donc, ouais, c'est ça un peu l'équation assez délicate. Quand on dit, est-ce que l'école se porte mieux? C'est pas facile à répondre, parce que beaucoup d'efforts sont faits, mais il y a encore d'énormes situations qui sont là, qui restent à régler. Et donc, on peut dire que le gouvernement continue d'être attentif à l'école, que les enseignants continuent de se sacrifier comme ils le font, que les parents fassent l'encadrement comme ils le font, que chaque usager de l'école essaye de donner à l'école un temps, une petite partie de son temps journalier pour faire de l'école toujours ce sanctuaire qui fabrique les dirigeants, les hommes de demain. Enfin, quand on dit les hommes, c'est les hommes et les femmes de demain, les gouvernants de demain, l'élite de demain et ceux qui vont produire la richesse de demain. Donc, voilà sur quoi c'est l'école. Il faut la saluer et dire belle rentrée, bonne rentrée, une bonne année scolaire à toutes et à tous. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon. Ma fabricant, mesdames et messieurs, bonne rentrée à vous. Puisque les parents également sont concernés par la rentrée, il n'y a rien de plus difficile de commencer à se réveiller à 6 heures pour pouvoir réveiller les enfants. Bonne rentrée à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi pour faire le décryptage de ce dimanche que vous retrouverez en nouvelle diffusion ce lundi 15 septembre 2025. Après le bulletin de la mi-journée, c'est également disponible sur nos canaux digitaux, de même que toutes nos productions de cette journée et des autres journées. E-Télé est sur le www.etelebénin.com. Nous sommes sur YouTube avec le nom E-Télé Bénin. Et téléchargez l'application E-Télé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. En direct du studio François-Xavier en Limènement, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission Le Décryptage, si Dieu le veut. E-Télé avec vous, pour vous.